Encore 10 ans, et je fondais à Marseille une société de films. Le succès couronna l'entreprise, et j'eus alors l'ambition de construire sous le ciel de Provence la cité du cinéma. Un marchand de biens se mit en campagne, à la recherche d'un domaine assez grand pour abriter ce beau projet. Il trouva mon affaire pendant que j'étais à Paris, et c'est par le téléphone qu'il m'informa de sa découverte. Mais il m'apprit en même temps qu'il fallait conclure la vente en quelques heures, car il y avait d'autres acheteurs. Son enthousiasme était grand, et je le savais honnête. J'achetais ce domaine sans l'avoir vu. 8 jours plus tard, une petite caravane de voitures quitta les studios du Prado. Elle emportait les hommes du son, les opérateurs de la prise de vue, les techniciens des laboratoires. Nous allions prendre possession de la terre promise, et pendant le voyage, tout le monde parlait à la fois. Nous franchîmes une très haute grille, déjà ouverte à 2 battants, car nos machinistes nous avaient devancés. Au fond d'une allée de platanes centenaires, le cortège s'arrêta devant un château. Ce n'était pas un monument historique, mais l'immense demeure d'un grand bourgeois du Second Empire. Il avait dû être assez fier des 4 tours octogonales et des 30 balcons de pierre sculptée qui ornaient chaque façade. Nous descendîmes aussitôt vers les prairies, où j'avais l'intention de construire les studios. J'y trouvais des hommes qui dépliaient des chaînes d'arpenteurs, d'autres qui plantaient des jalons peints en blanc, et je regardais orgueilleusement la naissance de mon entreprise, lorsque je vis au loin, en haut d'un remblai, une haie d'arbustes. Mon souffle s'arrêta, et sans en savoir la raison, je m'élançai dans une course folle à travers la prairie et le temps. Oui, c'était là. C'était bien le canal de mon enfance, avec ses aubépines, ses clématites, ses églantiers chargés de fleurs blanches, ses ronciers qui cachaient leurs griffes sous les grosses murs grenues. Tout le long du sentier herbeux, l'eau coulait sans bruit, éternelle. Et les sauterelles d'autrefois, comme des éclaboussures, jaillissaient en rond sous mes pas. Je refis lentement le chemin des vacances, et de chères ombres marchaient près de moi. C'est quand je le vis à travers la haie, au-dessus des platanes lointains, que je reconnus l'affreux château, celui de la peur de ma mère. J'espérais, pendant 2 secondes, que j'allais rencontrer le garde et le chien. Mais 20 années avaient dévoré ma vengeance, car les méchants meurent aussi. Je suivis la berge. C'était toujours une passoire, mais le petit Paul n'était plus là pour en rire, avec ses belles dents de lait. Une voix au loin m'appela. Je me cachai derrière la haie, et j'avançai sans bruit, lentement, comme autrefois. J'arrivai enfin au mur d'enceinte. Par-delà les tessons de la crête, le mois de juin dansait sur les collines bleues. Mais au pied du mur, tout près du canal, il y avait l'horrible porte noire, celle qui n'avait pas voulu s'ouvrir sur les vacances, la porte du père humilié. Dans un élan de rage aveugle, je pris à 2 mains une très grosse pierre, et la levant d'abord au ciel, je la lançai vers les planches pourries qui s'effondrèrent sur le passé. Il me sembla que je respirais mieux, que le mauvais charme était conjuré. Mais dans les bras d'un églantier, sous des grappes de roses blanches et de l'autre côté du temps, il y avait depuis des années une très jeune femme brune qui serrait toujours sur son cœur fragile les roses rouges du colonel. Elle entendait les cris du garde et le souffle rauque du chien. Blême, tremblante, et pour jamais inconsolable, elle ne savait pas qu'elle était chez son fils.